Alors, bonjour à tous. Nicolas Tétrault, directeur exécutif de Climact. Euh, Merci d'être présent pour ce séminaire qui va être très intéressant. Alors, je rappelle peut-être juste les règles, s'il vous plaît, d'essayer de rester en mute pendant les présentations qui devraient durer chacune environ 20 minutes avec plus ou moins 10 minutes de discussion pour chacune des présentations. On garde 10 à 15 minutes d'extra à la fin si les discussions continuent. Alors, je vais inviter notre premier invité à présenter. Alors, on a le plaisir d'avoir Véronique Boilet, professeure de droit public à la Faculté de droit, de sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne avec nous aujourd'hui. Elle est membre du pôle environnement et climat. À ce titre, elle donne notamment un enseignement de master intitulé Environnement et droits humains et mène des travaux de recherche dans ce domaine. Alors, merci, professeur Boilet, d'être avec nous. Je vous invite à nous montrer vos slides. Voilà. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie donc pour cette invitation. Moi, j'ai aujourd'hui le plaisir de parler d'une thématique qui est toute particulière pour la Suisse. C'est la question de la lutte contre le dérèglement climatique, la démocratie directe face à l'inaction législative. Donc, moi, je voulais partir en fait de quelques jugements du fait qu'on a de plus en plus de ces jugements pénaux dont on prend connaissance pour la majorité, j'imagine, d'entre vous par la presse, où on constate qu'on a en fait de plus en plus d'activités qui sont condamnées par les autorités pénales en lien donc avec la question du climat, l'idée étant de dénoncer l'inaction en matière climatique. Parallèlement à ces jugements pénaux, on a un groupe de femmes âgées, c'est l'Action des Seniorinnen, qui a décidé de lancer une procédure administrative, donc dans un autre domaine du droit, contre les autorités publiques ici également, pour dénoncer l'inaction en matière climatique. Alors, si ces deux procédures judiciaires n'ont à première vue pas beaucoup de points communs, si ce n'est la cause climatique, en fait, on peut quand même constater dans les considérants des arrêts des tribunaux qu'il y a quand même une ressemblance dans ces actions et dans ces jugements qui sont rendus à la suite de ces procédures. C'est le fait que les tribunaux constate à chaque fois que la Suisse serait en fait un système particulier lié au fait qu'on est dans une démocratie semi-directe qui offrirait aux citoyens et aux citoyennes des outils qui sont particulièrement efficaces pour faire avancer la cause climatique. Donc, si on examine les deux arrêts de principe qui ont été rendus dans ce domaine. Il y a tout d'abord l'arrêt en matière pénale qui constatait donc ici la culpabilité des activistes du climat qui avaient donc fait une action dans les locaux de Crédit Suisse. Et dans le cadre de son arrêt, le tribunal fédéral relève que le fait de manifester de manière inégale ne constitue pas un moyen unique possible pour défendre les intérêts légitimes visés, soit la baisse des émissions de CO2 et la préservation du climat. Il relève justement qu'il existe en Suisse une kyrielle d'autres méthodes licites pour atteindre cet objectif, en particulier des manifestations autorisées, des marches, des interventions médiatiques ou culturelles. Dans l'autre affaire qu'il a eu l'occasion de juger, c'est donc cette affaire des aînés pour le climat, le tribunal fédéral relève que l'inaction climatique ne devrait pas être réglée ici par les tribunaux. Ce n'est pas les tribunaux qui doivent traiter ce problème. C'est un problème, selon le tribunal fédéral, qui relève du domaine politique, dans lequel les citoyens et les citoyennes sont particulièrement, selon lui, bien outillés, dans la mesure où ils peuvent exercer leurs droits politiques et plus particulièrement recourir à l'initiative populaire pour donner de telles impulsions. Et finalement, je souligne encore que le gouvernement suisse, qui maintenant
dans l'affaire des aînés pour le climat, doit se prononcer, hein, il est devant la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement suisse relève exactement la même chose. Il souligne que le système politique suisse, avec ses instruments démonstratifs, offre suffisamment de possibilités pour la prise en compte de telles revendications. Une judiciarisation de ces processus ne pourrait que créer des tensions sous l'angle de la séparation des pouvoirs et du principe de subsidiarité. Cela risquerait en outre de court-circuiter le débat démocratique et de compliquer la recherche de solutions acceptables sur le plan politique. C'est donc, à juste titre, selon le gouvernement, que le tribunal fédéral a estimé que les préoccupations des requérantes, donc les aînés, ne devaient pas trouver de réponse par des moyens juridictionnels, mais plutôt par des moyens politiques. Donc, on constate bien que dans l'une comme dans l'autre affaire, le tribunal fédéral et le gouvernement, donc les autorités suisses de manière générale, considèrent qu'il faut renoncer tant aux moyens extralégaux qu'aux procédures judiciaires qui ne seraient donc pas aptes à s'insérer dans un processus politique visant donc la définition de politique publique en matière climatique, et que, au contraire, les citoyens et les citoyennes devraient plutôt recourir aux instruments de la démocratie semi-directe pour faire avancer la cause climatique. Donc, mon idée ici, c'est de venir justement sur la question de ces outils et de leur légitimité et surtout leur efficacité à permettre justement de faire avancer cette cause-là. Et du coup, mon idée, c'était d'examiner dans quelle mesure l'initiative populaire est véritablement utile et efficace contre le dérèglement climatique. Donc, l'idée, c'est d'examiner cet outil-là au regard finalement des initiatives qui ont été lancées jusqu'à ce jour, qui ont abouti, et de voir les effets qu'elles ont pu produire. Donc, il y a vraiment l'idée de partir de ces initiatives qui ont déjà été lancées dans d'autres domaines pour utiliser cette comparaison et examiner dans quelle mesure c'est un outil qui peut être jugé efficace. Donc, comme vous le savez, en Suisse, donc l'initiative peut être lancée au niveau fédéral par 100 000 citoyens et citoyennes qui ont le droit de vote pour proposer une révision de la Constitution fédérale. Et donc, on pourrait de prime abord effectivement se dire c'est un outil qui paraît tout à fait utile et efficace. Mais on va voir que certaines limites doivent être néanmoins constatées. Tout d'abord, on peut relever le fait que ces initiatives sont finalement rarement acceptées. On a uniquement 25 initiatives populaires qui ont été acceptées depuis le jour où elles ont été mises en place. Et depuis la dernière révision de la Constitution de 1999, il y en a uniquement 12 qui ont été adoptées. Donc, de ce point de vue-là, certains observateurs considèrent que finalement, ces initiatives populaires permettent certes de réduire le monopole des professionnels de la politique, mais elles n'accroissent pas pour autant la force politique de la société civile. Pourquoi ? Parce que, en fait, cela implique d'avoir d'importants moyens financiers pour pouvoir les lancer. Il faut aussi avoir des soutiens politiques importants et aussi finalement respecter des procédures qui sont particulièrement codifiées. Et tout ça pour se battre finalement contre des lobbyismes, des milieux économiques qui sont particulièrement forts parce qu'ils ont des relais politiques, qu'ils ont des financements sans commune mesure et qu'ils maîtrisent particulièrement bien les codes dans ce domaine-là. À cela s'ajoute par ailleurs également la majorité parlementaire qui peut être opposée à une initiative et qui saura du coup également habilement utiliser les outils à sa disposition pour se battre contre une initiative, par exemple en lançant un contre-projet très limité ou alors en donnant une information en amont d'une votation qui finalement va avoir pour conséquence que l'objet est refusé par le vote. Mais imaginons néanmoins qu'une initiative en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique soit acceptée, donc qu'elle aboutisse et qu'elle soit acceptée par le peuple et les cantons et qu'elle permette donc de réviser la Constitution. Est-ce que les émissions de CO2 vont automatiquement baisser? Rien n'est moins sûr. Pourquoi? Parce que
une fois que l'initiative a été adoptée, il faudra encore assurer sa mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, elle implique un certain nombre de difficultés également. Une première option possible ici dans la mise en œuvre, c'est que cette initiative consacre des principes qui seraient directement applicables, ou l'autre possibilité, ça serait d'avoir une initiative qui donnerait un mandat législatif. Et on va voir que dans l'un comme dans l'autre cas, des difficultés doivent être relevées à cet égard. Alors, imaginons une initiative qui consacrerait des principes qui seraient directement applicables. C'est-à-dire que la disposition constitutionnelle imposerait, par exemple, une obligation de non-régression ou alors une interdiction totale du recours aux énergies fossiles. Alors, déjà, premier point, pour que le tribunal fédéral, voire le Parlement, accepte le caractère directement applicable de cette interdiction, donc sous-entendu que la norme puisse s'appliquer telle qu'elle sans que le législateur doive la concrétiser, c'est en fait un cas de figure qui est vraiment très rare. Dans la plupart des cas, le tribunal fédéral juge que la norme n'est pas suffisamment claire et doit être précisée par le législateur. Mais imaginons néanmoins que dans un cas comme celui-là, le tribunal fédéral accepte que cette norme soit directement applicable. On constatera que dans l'ordre juridique suisse, cette norme-là risque d'avoir des effets néanmoins assez limités. Pourquoi ? Parce qu'on a une disposition, c'est l'article 190 de la Constitution, qui protège les lois fédérales et qui protège, si vous voulez, le Parlement qui agit et qui peut potentiellement violer la Constitution sans que son travail ne soit sanctionné. Donc, si on avait une disposition constitutionnelle telle que celle qu'on vient d'imaginer, avec par exemple une obligation de non-régression, eh bien, si le Parlement fédéral, après coup, adopte des lois qui sont moins bonnes, par exemple, il réintroduit des mesures qui constituent un retour en arrière par rapport à cette idée de non-régression, eh bien, aucun moyen ne permettra de sanctionner le Parlement parce que, justement, une loi peut être finalement inconstitutionnelle et ne pas respecter la Constitution sans qu'il y ait de véritables sanctions. Et ça, c'est une spécificité de notre système suisse liée justement à cette norme qui est l'article 190 de la Constitution. Donc, ça veut dire ici que si une telle initiative serait finalement été adoptée, eh bien, au final, c'est clair que d'un point de vue politique, ce serait une avancée, bien sûr, parce qu'il y aurait vraiment quand même ici l'idée que le peuple et les cantons soutiennent cette idée-là. Mais par contre, en termes purement juridiques, eh bien, si le Parlement ne la respecte pas, il n'y a aucune possibilité de le sanctionner par rapport à cette interdiction. Deuxième cas de figure, c'est une initiative qui consacrerait un mandat législatif. Donc, ça serait l'idée ici de donner une assise constitutionnelle à des objectifs ambitieux en matière climatique. C'est un moyen qui a déjà été utilisé. On a déjà eu des initiatives. Par exemple, là, je vous en ai mis deux. L'article 119 de la Constitution en matière de procréation médicalement assistée ou alors en matière de renvoi des criminels étrangers, où on a des lignes directrices qui sont expressément mentionnées dans la Constitution et qui s'adressent aux législateurs. Et l'exemple actuel en matière climatique, c'est clairement l'initiative des glaciers qui vise justement à ancrer des objectifs très précis à l'égard du législateur, qui va du coup non seulement devoir mettre en place une politique publique en matière climatique, mais également respecter les grandes lignes qui seraient définies dans la Constitution fédérale, que sont l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, qui est également l'interdiction de mettre en circulation des combustibles ou carburants fossiles, à moins qu'il n'y ait pas de substitution technique. Il y a également l'idée qu'une législation d'exécution doit être mise en œuvre dans un délai de 5 ans pour déterminer la trajectoire de réduction des émissions jusqu'en 2050.
et l'idée aussi qu'il faut le faire de manière linéaire jusqu'à cette date-là. Alors, si cette voie semble de prime abord assez prometteuse dans la mesure où ici le législateur va non seulement avoir l'obligation de légiférer, mais également va être contraint de le faire sur la base de lignes directrices clairement définies par la Constitution, eh bien, l'examen comparatif d'initiatives telles que celle de l'initiative pour les glaciers et celles qui ont été acceptées à ce jour et qui donnaient aussi des lignes directrices aux législateurs, nous permet finalement quand même de douter de l'efficacité de cet outil. Pourquoi ? Parce que déjà, on peut constater dans certains cas que ces initiatives sont difficiles à mettre en œuvre et il peut arriver que le législateur finalement n'arrive pas à les mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que soit il adopte une loi de mise en œuvre qui ne plaît pas au peuple, et du coup le peuple demande un référendum et finalement le projet législatif n'est pas accepté, soit tout simplement le législateur n'arrive pas à trouver un compromis, hein, les deux chambres ne se mettent pas d'accord et finalement aucune loi n'arrive véritablement à être acceptée. On a un exemple ici d'initiative qui a eu beaucoup de difficultés à être mise en œuvre, c'est l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. C'est l'initiative dite des Alpes, qui prévoyait un délai de mise en œuvre de 10 ans, c'est-à-dire que l'initiative aurait dû être concrétisée par le législateur d'ici à 2004. Et en l'occurrence, la législation d'exécution n'a été mise en œuvre que pour 2018, et en l'occurrence de manière incomplète selon la doctrine qui considère que les objectifs ne sont toujours pas atteints à ce jour. Donc on voit ici que cette initiative n'a finalement pas véritablement pu être mise en œuvre par le législateur. Donc ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté possible, c'est face à ce constat d'absence de mise en œuvre, c'est quels seront les moyens qui pourraient être imaginés par le comité d'initiative pour tenter de contraindre le législateur à agir. Et là, les comités d'initiative ont tenté de développer des tactiques pour s'assurer de la mise en œuvre de leurs initiatives. On l'a vu dans le cadre de l'initiative pour le renvoi des étrangers criminels, pour l'initiative qui visait à éviter les constructions secondaires, pour l'initiative contre l'immigration de masse. Dans toutes ces situations-là, le comité a tenté d'anticiper le fait que le législateur ne mettrait pas en œuvre l'initiative, donc n'adopterait pas de législation de mise en œuvre. Et du coup, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Donc, le comité d'initiative a tenté de mettre en place des délais durant lesquels le législateur doit absolument se mettre au travail pour mettre en œuvre l'initiative et adopter une législation de mise en œuvre. Et dès lors que la Constitution fédérale ne prévoit pas de sanctions en cas de dépassement du délai, eh bien, les comités d'initiative ont même imaginé une sanction. Et quelle était cette sanction? C'était finalement le Conseil fédéral, donc l'organe exécutif, devait se charger lui-même d'édicter une réglementation provisoire en attendant que le législateur le fasse. Donc, a priori, ça paraissait aussi une idée assez innovante en termes constitutionnels. Mais au final, donc on voit cette compétence subsidiaire du gouvernement n'est pas non plus totalement convaincante. Pourquoi? Parce que si elle permet certes d'exercer du coup une certaine pression sur le Parlement, eh bien, elle va néanmoins rencontrer un certain nombre de difficultés liées au fait que si le gouvernement n'a pas non plus la volonté politique d'agir, eh bien, on n'a absolument aucun outil pour le contraindre. Et s'il décide d'agir, mais de façon un peu trop nuancée et qu'il n'a pas envie de développer une politique ambitieuse, eh bien, à nouveau, on n'a aucun moyen judiciaire de le contraindre parce que là aussi, on ne peut pas porter les actes du gouvernement devant les autorités judiciaires pour contrôler, si vous voulez, la constitutionnalité
de ce qu'il aurait décidé d'adopter. Donc là aussi, si on a une ordonnance qui devait être adoptée par le gouvernement, eh bien, on ne pourrait pas dire que l'ordonnance ne correspond pas à la norme constitutionnelle qui découlait de l'initiative et du coup aux directives matérielles qui auraient été consacrées dans ce cadre-là. Je m'excuse, Madame Boilet, je vais juste vous rappeler que ça fait environ 20 minutes. Ah, j'y suis déjà? Oui, oui. Bon, bah, tant pis, alors Non, 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 je mais m'arrête. je vous laisse terminer rapidement si vous voulez. Alors du coup, là, je voulais juste encore dire que c'est la même chose en cas d'initiative qui serait mise en œuvre cette fois-ci. Donc, il n'y a pas un manque de mise en œuvre, mais elle est mise en œuvre, mais de façon non conforme à ces directives. On a eu l'exemple avec la loi fédérale sur les résidences secondaires qui est jugée comme étant mise en œuvre, mais de façon pas suffisamment forte, avec trop d'exceptions, uniquement des objectifs limités. Dans ce cas-là, on constate aussi que finalement, l'initiative est mise en œuvre, mais qu'au final, elle ne déploie pas les effets tels qu'ils étaient attendus par le comité d'initiative. Et donc, on voit bien que finalement, le système juridique en tant que tel, les outils judiciaires ne permettent pas de se plaindre finalement de la mauvaise mise en œuvre de ces outils-là. Et du coup, en conclusion, ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est clair que l'initiative, c'est un outil d'impulsion, qui est efficace et qui est vraiment clairement à mettre en avant, ça c'est sûr. Il va permettre de susciter le débat, il va permettre d'initier le processus législatif, mais il ne permet pas de contraindre le Parlement à agir dans un sens précis. Le Parlement pouvait nuancer finalement le propos qui était défendu dans le cadre de l'initiative. Et du coup, ça m'amène à conclure en lien avec les arrêts que j'ai évoqués au début en disant que finalement, je pense que c'est faux de dire que finalement le débat doit s'arrêter au niveau politique, que c'est dans ce cadre-là qu'une politique ambitieuse doit être adoptée, qu'actuellement tous les moyens de pression doivent être utilisés, à savoir les actions stratégiques telles que l'action des ennemis pour le climat, qui va pouvoir constituer un moyen de pression supplémentaire. Et je me réfère aussi à un article de Matthias Pettel, c'est un juriste qui a aussi travaillé sur la question de la désobéissance civile, pour dire que là aussi, je pense que les moyens de pression par ce biais-là sont aussi un outil important et que le juge pénal aurait pu admettre dans ce cas-là, à mon sens, qu'il y avait un état de nécessité pour accepter l'idée ici que ce moyen de pression est nécessaire, qu'on ne sort pas de l'état de droit dans la mesure où il est encadré par le principe de proportionnalité et que du coup, ces trois actions doivent finalement viser le même objectif et être complémentaires, à savoir l'initiative, les actions stratégiques de droit public et les actions des activistes qui font partie du cadre de la désobéissance civile. À mon sens, c'est que ensemble qu'on arrive à un résultat qui peut être suffisant. Voilà. Désolée pour le dépassement. Non, il n'y a pas de problème. Je vous remercie énormément. Alors, j'invite du coup David Redler à nous présenter ses slides. J'en profite pour dire qu'il est avocat à Lausanne et docteur en droit. Il est également député au Grand Conseil vaudois. Il est actif sur plusieurs thématiques se trouvant en lien avec la protection de l'environnement et le changement climatique. Ayant fait ses études aux universités de Lausanne et de Berne, il a également été chercheur invité au sein de la Harvard Law School aux États-Unis sur le sujet des enquêtes internes. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous. Et merci à tout le monde d'être effectivement présent ici pour ce sujet qui est vraiment d'importance, on l'a vu. Déjà, merci beaucoup à la professeure Boyer aussi pour sa très bonne présentation. L'idée maintenant, c'est en réalité de faire suite à ce que la professeure Boyer a dit, ou respectivement de prendre un petit pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a vu, comme elle l'a relevé, le fait que l'initiative en Suisse représente un outil potentiellement efficace pour lutter contre le changement climatique en soumettant ces questions au peuple, mais un pas en arrière, il faut se demander quels finalement sont les autres moyens
ils peuvent intervenir pour justement imposer que des mesures soient prises en vue de tempérer le changement climatique et de tempérer les conséquences du changement climatique. Et là-dessus, c'est un point qui est important, notamment à la suite de ce qui vient d'être dit par rapport spécifiquement aux droits humains, parce qu'on a vu ces dernières années un changement un peu de paradigme entre des actions qui, au départ, cherchaient à se fonder sur les engagements internationaux climatiques des États. Donc, ça a été dit, typiquement Kyoto au début, la Convention de Rio, maintenant l'accord de Paris. Donc, on a vu ce changement entre des actions qui se fondaient là-dessus d'abord, mais sans grand succès, vers des actions qui se fondaient plutôt sur la protection des droits humains au regard des conséquences que le changement climatique peut avoir sur ces droits humains. Et c'est justement ce sujet-là que je vais couvrir maintenant dans les 15 minutes dont je dispose, qui est absolument fondamental parce qu'on le voit évoluer et parce que ça va, déjà ça représente déjà aujourd'hui et ça va toujours plus représenter un argumentaire qui est concret et efficace pour obliger les États à prendre des mesures contre le changement climatique. Donc, c'est un élément qui, je l'ai dit, est en pleine actualité parce que vous avez sûrement vu, il y a eu beaucoup d'actions climatiques qui, notamment, ont invoqué la protection des droits humains, notamment, alors là, c'est les statistiques qui ont été tirées en 2019 sur le sujet, c'est les dernières dont on disposait, mais entre 2006 et 2019, vous aviez plus de 1300 plaintes et actions qui ont été déposées en matière climatique devant des tribunaux ou des autorités administratives dans une trentaine de pays. Et ces actions se divisent en deux catégories. Certaines actions qui sont dirigées contre le gouvernement et d'autres actions qui sont dirigées contre des entreprises privées directement. Ça, c'est notamment ce qu'on a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu beaucoup d'actions qui ont été dirigées notamment à l'encontre de compagnies pétrolières en raison des conséquences et des effets que leurs activités ont sur justement le réchauffement climatique et le changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces actions, on a eu plusieurs succès retentissants. Le premier que je vais détailler juste après, en tout cas, un des grands dont on a parlé, c'était l'arrêt Urgenda. Je vais revenir dessus juste après. Un autre dont on a parlé il n'y a pas longtemps, c'est justement cette affaire du siècle en France qui visait justement à imposer que des mesures soient prises par le gouvernement français dans la lutte contre le changement climatique, et une affaire qui était soumise au Conseil d'État en France et qui a été admise par le Conseil d'État, qui a accordé justement à la France un délai qui finit tout bientôt pour prendre toutes les mesures utiles permettant d'atteindre l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'était un très grand succès en France. Et on a actuellement, là, ce n'est pas encore un succès, mais on pourrait voir venir un succès. On a actuellement une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme qui est très intéressante parce qu'elle a été initiée par 6 jeunes Portugais et Portugaises qui, justement, se fondaient complètement sur les droits humains. On va voir ça après. Et cette décision, cette affaire est actuellement en cours. Donc là, il n'y a pas encore une décision, mais, et c'est là où c'est intéressant, le 30 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré l'action non seulement recevable, mais aussi urgente. Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel devant la Cour européenne des droits de l'homme d'avoir une telle procédure déclarée urgente. Et dans ce cas-là, ça a été reconnu au regard de l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Dans tous ces éléments, dans toutes ces actions dont je viens de parler, il y a essentiellement deux caractéristiques qu'on peut identifier. La première, c'est, et ça c'est un constat qui est reconnu à peu près à travers toutes les décisions judiciaires, c'est le fait que le changement climatique et la situation climatique actuelle créent un risque réel pour les droits humains. Et on va voir après lesquels, je les ai détaillés, mais de façon générale, il y a un risque pour les droits humains par rapport, un risque concret et actuel par rapport au changement climatique. L'autre constat, qui est assez intéressant, c'est le fait que les engagements internationaux des États sont pour l'essentiel peu, voire pas contraignants. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des engagements en matière climatique, je le précise. Les engagements en matière climatique, donc notamment dans le cadre de l'accord de Paris, ce sont le plus souvent, et
les États font très attention de le faire, sont très souvent des engagements qui sont très peu formels, qu'on va entourer de plein de caveats possibles pour éviter justement un effet de sanction réel, pour éviter un effet contraignant direct. Donc, le plus souvent, ces engagements internationaux se résument à de très bonnes déclarations sur le moment, à certains petits mécanismes mis en place qui sont vus comme étant des mécanismes efficaces, soi-disant. Donc, on peut notamment penser, dans le cadre de l'accord de Paris, le système de l'accord de Paris se fonde sur des engagements pris par chaque État. Donc, ce n'est pas des engagements imposés par l'accord de Paris, mais c'est des engagements qui sont pris par chaque État. Et chaque État va avoir un contrôle de la part des autres États par rapport au respect de ces engagements qui ont été pris. Cela étant, il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sanctions directes dans le cadre de l'accord de Paris si vous ne respectez pas ces engagements, ce qui fait que c'est essentiellement un engagement réputationnel pour l'image de l'État qui, ici, est mis en avant. Donc, on a des engagements climatiques qui ne sont pas, voire peu contraignants, d'une part, et de l'autre, on a des droits humains qui sont mis en danger par le changement climatique. Et c'est ça qui est intéressant, et à la suite de ce qu'a dit la professeure Boyer à la fin de sa présentation, aujourd'hui, on est dans une situation où on va non seulement interpréter les engagements climatiques de l'État au regard des droits humains, mais en plus, en réalité, on va se fonder sur la protection qui, elle, est concrète et contraignante des droits humains, notamment dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, pour justement imposer une action à l'État qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour justement protéger les droits humains. Et c'est là-dedans, c'est ce nouveau paradigme qui aujourd'hui se fait de plus en plus jour et qui s'avère de plus en plus efficace, avec un cas particulièrement intéressant qui était un peu le premier grand cas dont on a parlé, qui est l'arrêt de la Fondation Urgenda contre les Pays-Bas, qui a été tranché par la Cour suprême des Pays-Bas en 2019 et qui est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est justement le premier grand cas qu'on a eu lié à une décision nationale visant à imposer à l'État des mesures climatiques concrètes, donc des mesures de réduction concrètes, et que justement, ce cas a servi d'inspiration pour plein d'autres procédures qui ont été déposées depuis, dont notamment une en Suisse par rapport au cas des aînés pour le climat. Donc, juste très rapidement, un petit état de fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet arrêt qui est très connu, la Fondation Urgenda a personnellement déposé une action par devant les autorités hollandaises avec 900 plaignants et plaignantes pour justement que des actions soient prises sur la base des engagements climatiques qui avaient été pris par la Hollande, par les Pays-Bas. Dans ce contexte-là, il y a eu une première décision en 2015 qui a admis l'action et qui a imposé les mesures, c'est-à-dire que les mesures soient prises dans la ligne de ce qui avait été pris et annoncé par les Pays-Bas pour qu'il y ait une réduction des gaz à effet de serre importante permettant justement d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés notamment dans l'accord de Paris. Ça a été confirmé en deuxième instance, puis, et c'est là où ça a été très discuté, ça a été confirmé par la Cour suprême des Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'arrêt, la Cour suprême des Pays-Bas fait sienne réellement non seulement l'existence du changement climatique, ça c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon point, mais elle fait également sienne les conséquences qui sont évoquées par rapport à ce changement climatique et le risque concret et réel de ce qu'on appelle des tipping points, c'est-à-dire un moment, à partir d'un certain degré de réchauffement, à partir duquel la machine va s'emballer et donc les conséquences vont être encore plus graves que les conséquences linéaires qu'on a pu imaginer en disant à partir d'un degré il y a ça, à partir de 2 degrés il y a ça, etc., etc. Au moment où on a un tipping point, tous les systèmes s'emballent, toute la machine s'emballe, et donc les conséquences sont encore plus graves, et revenir en arrière ou tempérer ces conséquences est d'autant plus difficile. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'arrêt
Urgenda, la Cour suprême mentionne spécifiquement ces tipping points et les mentionne pour justifier l'urgence absolue dans laquelle on doit agir. Ça, c'est sous l'angle factuel. Ensuite, sous l'angle des droits de l'homme spécifiquement, la Cour suprême des Pays-Bas relève et fait sienne aussi le fait que le réchauffement climatique et le changement climatique mettent en danger essentiellement deux droits humains fondamentaux, qui sont le droit à la vie, protégé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le droit au respect de la vie privée et familiale, mis en œuvre par l'article 8 de la CEDH. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État, sur la base de la CEDH, contrairement à ses engagements sous l'angle des engagements internationaux en matière climatique, mais sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, l'État a non seulement une obligation de s'abstenir, donc de ne pas lui-même porter atteinte aux droits des habitants et habitantes, mais a une obligation d'action, c'est-à-dire une obligation positive d'activement protéger les droits qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est sur cette base, compte tenu de la situation factuelle décrite, c'est-à-dire de l'existence de l'urgence climatique, des conséquences réelles et concrètes et actuelles sur les droits humains et de l'existence de ces tipping points qui font qu'il y a un risque réel et immédiat pour ces droits humains, que la Cour suprême des Pays-Bas a finalement admis l'action qui avait été déposée par devant elle, le recours, et qui donc a refusé le recours, en réalité, c'est l'État qui avait recouru, mais donc admis finalement l'action de base et imposé des mesures concrètes de réduction aux Pays-Bas pour les émissions de CO2. Donc ça, c'est un cas qui était particulièrement intéressant justement parce que c'était vraiment le premier grand cas qui se fondait sur les droits humains pour imposer une action concrète à l'État. Maintenant, la question qui se pose, je vous ai dit, il y a eu d'autres décisions qui ont été rendues dans d'autres ordres juridiques, notamment dans l'affaire du siècle en France, qui était là aussi une grande victoire. Maintenant, en Suisse, on a une situation qui est un peu plus tempérée et timorée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une jurisprudence qui est un petit peu variable, comme ça a été notamment abordé rapidement par le professeur Boyer. On a une jurisprudence qui est un petit peu variable avec 3 grands arrêts du tribunal fédéral qui s'avèrent pas forcément complètement convaincants. Le premier arrêt, c'est justement l'arrêt qui a été rendu le 26 mai 2021 dans le cadre de l'affaire du lac, qui était une action qui avait été mise en place par certaines personnes dans une banque, dans la banque du Crédit Suisse à Lausanne, où ils ont joué au tennis pour attirer l'attention sur les problèmes des investissements financiers et bancaires dans le réchauffement climatique, vu les conséquences. Et dans ce contexte-là, leur action a été, un des arguments qui était développé, c'était de justifier leur action, d'une part par les droits humains, mais d'autre part par l'existence de ce qu'on appelle un état de nécessité. C'est-à-dire que la situation, comme on l'a vu avec la Cour suprême des Pays-Bas, la situation climatique est aujourd'hui tellement grave et tellement actuelle qu'il y a un danger concret, réel et actuel lié au réchauffement climatique. Et donc, qu'en faisant cette action, les participantes et participants avaient pour but d'attirer, oui, merci dans le chat, effectivement, Lausanne Action Climat, avait pour but d'attirer l'attention sur cette question-là et vraiment sur l'impact réel des investissements financiers dans le réchauffement climatique. Cet argument, il a été, dans la mesure où un état de nécessité est reconnu, ça rend l'action légale et donc ça empêche de condamner pénalement les personnes qui ont participé à l'action. Cet argument a été reçu en première instance, c'était une très grande bonne nouvelle. Malheureusement, il a été refusé et rejeté lors de l'appel et surtout par le tribunal fédéral qui nous a, contrairement notamment à la Cour suprême des Pays-Bas, qui nous a dit que le danger imminent lié au réchauffement climatique n'était pas réalisé. Et pour le surplus, le tribunal fédéral n'examine pas de manière poussée la question des droits humains, dans la mesure où il se limite essentiellement à cette question d'état de nécessité.
Donc là, ça a été une décision négative et surtout peu compréhensible dans la mesure où le tribunal fédéral nous dit finalement le réchauffement climatique, oui, il est là, donc on le reconnaît, c'est vrai, il y a quelque chose, il y a un changement climatique, mais le danger imminent, notamment pour les droits des personnes, lui, n'est pas donné. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, deuxième arrêt, ça, c'est justement l'arrêt lié au recours des aînés pour la protection du climat. Ça, donc le recours des aînés pour la protection du climat, ça a été évoqué par le professeur Boyer. C'est une action administrative, cette fois, qui a été ouverte par un groupe appelé les aînés pour la protection du climat, qui visait à agir contre le département fédéral pour l'absence de mesures concrètes pour le climat, dans la ligne exactement de ce qu'avait fait la Fondation Urgenda en Hollande. Malheureusement, on n'est pas dans les Pays-Bas et là-dessus aussi, le tribunal fédéral a rejeté l'action, mais ce qui est malheureux et problématique, c'est que l'action n'a même pas été rejetée pour un argument de fond, c'est-à-dire là, le tribunal fédéral ne nous a pas dit réchauffement climatique, il y a pas, etc., mais pour un argument purement procédural qui est spécifique au droit suisse, qui est le fait que pour avoir une action administrative, en droit administratif, et pour faire recours en matière administrative, le droit suisse exige que la personne qui fait recours soit plus touchée que quiconque par la situation. Ça, le but de cette règle, qui est posée dans la loi sur procédure administrative, vise à éviter les actions populaires. Le problème, c'est qu'ici, naturellement, puis là, le tribunal fédéral nous le dit, alors que dans l'arrêt précédent, il nous dit il n'y a pas un danger imminent, ce n'est pas forcément gravissime. Dans cet arrêt, il nous dit finalement, les aînés pour le climat, on comprend qu'il y a un réchauffement climatique, on comprend que ce sont des personnes âgées. Il y avait certaines personnes qui avaient des maladies, des problèmes de santé, de l'asthme, etc. Donc, tout avait bien été fait pour essayer de montrer que ces personnes étaient plus à risque que d'autres. Mais le tribunal fédéral nous dit finalement, c'est une situation qui va atteindre tellement de personnes sur Terre et en Suisse que ces personnes ne sont pas plus atteintes que quiconque. Et donc, il a shooté l'action pour un motif procédural. Ce qui, d'une part, est relativement choquant, à mon sens, mais d'autre part, comme l'a dit la professeure Boyer, a mené, justifié un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui est actuellement en cours, étant précisé aussi, j'ai oublié de le dire, pour l'action du lac, donc la précédente que j'ai mentionnée, nous sommes également devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on a deux arrêts qui sont relativement sombres en Suisse, qui ne vont pas en ligne avec les autres arrêts et autres affaires qu'on a pu voir autre part, et qui ne passent pas forcément un très bon message. Cela étant, et je finis par là, il y a un troisième arrêt qui, lui, peut potentiellement donner un petit peu de baume au cœur et faire espérer certaines choses. C'est un arrêt qui a été rendu en avril 2021 suite à une manifestation pour le climat qui s'était tenue à Bâle, lors de laquelle certaines personnes avaient fait des très, très, très légères petites dégradations devant une banque. Et dans ce contexte-là, l'autorité pénale avait ordonné et établi un profil ADN des personnes concernées et la récolte également de leurs données signalétiques, donc notamment les empreintes digitales. Et là, c'est peut-être la lumière qu'on a eue. Le tribunal fédéral nous a indiqué que le fait d'avoir bloqué la banque à Bâle et le fait d'avoir fait cela dans le cadre d'une manifestation devait nous mener à considérer non seulement que l'infraction en question n'était pas très grave, ce qui est vrai, mais aussi que c'était intervenu en exécution du droit et de la liberté de manifester et de la liberté d'expression. Et qu'à ce titre-là, donc, les personnes en question devaient être protégées dans ces droits. C'était une action qui était proportionnelle et donc les profils ADN ne devaient pas avoir été établis et donc ont dû être détruits. Ça, c'est quelque chose qui était rassurant au moins sous cet angle. Une des explications pourquoi il y a des différences entre cet arrêt et notamment l'arrêt du lac, le premier que j'ai mentionné, c'est que c'est deux cours différentes du tribunal fédéral qui se sont prononcées sur ces questions. Le lac est jugé par la cour pénale, alors que cet arrêt-là sur les profils ADN est jugé par la première cour de droit public. C'est deux cours différentes avec deux types de juges différents et a priori, il y a là une certaine variabilité au sein des cours pour le tribunal fédéral. Donc, tout cela nous montre, notamment avec ce dernier arrêt,
que la clé, à la fois à l'international et en Suisse, c'est véritablement d'agir et de mettre l'action et l'accent sur la protection des droits humains, essentiellement, et là je vous en ai mis 4 qui sont particulièrement atteints. Les 2 premiers sont atteints par les conséquences du réchauffement climatique, c'est le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est les 2 principaux de la CEDH qu'on peut évoquer. Et les 2 suivants, la liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association, sont 2 droits qui permettent d'agir afin de mettre en lumière les questions liées au réchauffement climatique et donc de protéger le citoyen et la citoyenne lorsqu'il essaye de faire une action là-dessus pour montrer l'urgence de la situation et donc mettre la lumière sur cette thématique. En conclusion, en Suisse, on a effectivement, d'une part, comme ça a été dit par le professeur Boyer, les moyens de démocratie directe qui sont spécifiques à la Suisse, c'est vrai, mais qui sont aussi très lents et qui sont aussi incertains dans la mesure où on ne sait pas effectivement comment le peuple va voter, comme malheureusement on l'a pu le voir sur notamment la loi sur le CO2 il y a quelques mois. Donc en parallèle à ces moyens-là, il y a les moyens liés à la protection des droits humains, avec le gros avantage que ces moyens liés à la protection des droits humains, eux, ne sont pas subsidiaires à l'action de la démocratie directe. C'est-à-dire que là où l'état de nécessité pouvait potentiellement être vu comme étant subsidiaire, parce qu'il y a un autre moyen qui serait la démocratie directe, la protection des droits humains, elle, n'y est pas subsidiaire. On ne peut pas justifier les violations aux droits humains au motif qu'en Suisse, on aurait un droit d'initiative et donc qu'il suffirait de faire une initiative pour sauvegarder les droits humains. L'État a un devoir et une obligation d'action sur la base des dispositions en matière de protection des droits humains et c'est en raison de ça qu'il doit agir et c'est en raison de ça qu'il faut accorder une certaine protection. On verra maintenant ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme sur les 2 affaires par lesquelles elle a été saisie, les aînés pour le climat et le lac. Mais en l'état, en tout cas dans les autres pays, il y a une certaine avancée, toujours sur cette base des droits humains, et on espère qu'en Suisse également. Et avec ça, je vous remercie et on peut volontiers prendre toute question qu'il pourrait y avoir. Merci beaucoup à tout le monde et puis on se revoit dans 2 semaines.